Tutti ringraziabili di ritrovarci stasera per un'emissione speciale a prima di sta rientrata a Nottavia Stella. Il y a 50 ans, les événements d'Aliria marquaient un tournant dans l'histoire moderne de la Corse. Aliria est certainement l'événement le plus important survenu dans l'île depuis sa libération en septembre 1943. Alors, s'il est erroné d'affirmer qu'il s'agit là de l'acte fondateur du nationalisme moderne, son apparition étant bien antérieure, il n'en demeure pas moins que ces jours d'août 1975 signaient une rupture et faisaient entrer l'île dans une période de turbulence et d'instabilité politique dont les effets se mesurent encore aujourd'hui. Pourtant, la mémoire s'estompe et parmi les jeunes générations, beaucoup ignorent jusqu'à l'existence même de ces événements et des hommes qui y ont pris part. La commémoration récente sur les lieux du drame, les articles, les reportages qui lui ont été consacrés ont rappelé pourtant sa dimension considérable et il nous a paru nécessaire de lui consacrer une soirée spéciale pour tenter d'en comprendre à la fois la genèse et les conséquences. Alors, nous le ferons avec nos 4 invités qui ont accepté de venir débattre, ce dont je les remercie. En commençant par Pierre Poggio, leader nationaliste durant des années, membre du commando de l'Arc qui a occupé la cave, auteur de plusieurs ouvrages sur le nationalisme corse, dont le 3e tome, Images et écrits d'une lutte, vient de paraître. Bonsoir à vous, Pierre Poggio. Vincent Carlotti, ancien responsable du Parti socialiste, ancien maire d'Aliria, où il a succédé à son père, qui lui était à la tête de la municipalité au moment des événements. Pierre Dotland, historien, et qui est le seul, à l'exception d'Edmond Siméon, et d'ailleurs, à avoir consacré un livre spécifiquement aux événements d'Aliria, et c'est aux éditions Alain Piazzoli. Enfin, Jean-Charles Orsucci, qu'on ne présente plus, et qui fait partie de la génération politique née après l'affaire d'Aliria. Il nous dira sa perception de tous ces événements. Alors, bonsoir, messieurs, à tous les 4, et merci encore de votre présence. Alors, vous le découvrez, nous sommes à Aliria, dans la cour du fort de Madre, que la collectivité de Corse a mis à notre disposition, ce dont nous la remercions. Un lieu d'histoire également, construit par les Génois au XVIe siècle. Il a été partiellement détruit par les nationaux corses déjà en 1729, avant d'être reconstruit plus tard. Il domine toute la plaine, non loin de la fameuse cave. Alors, après cette introduction un peu longue, et je m'en excuse, nous allons entamer notre premier tour de table avec une question somme toute banale. Qu'est-ce qu'Aliria a représenté pour vous, Pierre Poggio? Vous savez, à l'époque, nous faisions partie de la contestation interne à l'Arc. Moi, j'avais une double casquette, j'étais un des responsables étudiants. Prenez votre micro. J'étais un des responsables étudiants, mais en même temps, je faisais partie de Giustizia Paolina. Donc, si vous voulez, nous agissions un peu de concert entre les étudiants, la jeunesse et les clandestins pour essayer de faire avancer les choses, du moins telles qu'on les entendait. Et donc, nous voulions que l'Arc devienne beaucoup plus actif, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agressif dans sa lutte contre le colonialisme. Et donc, le jour où Edmond nous a appelés, nous avons répondu présent, même si c'était dans une période où nous étions en totale opposition avec la politique de l'Arc, puisque moi j'avais été exclu de l'Arc à l'époque pour mon appartenance à l'ACC. Et donc, nous avons tenu à être présents pour porter notre message à nous. Bon, il est évident que nous y entrions avec nos motivations à nous, qui étaient pour nous, c'était le début de la reconquête de l'espace agricole. C'était ce qu'on appelait la révolution agraire de nos voeux. Et donc, Aliria, c'était un premier pas. Vincent Carlotti, vous étiez sinon au cœur des événements, mais en tout cas très bien informé, puisque votre père, lui, était maire d'Aliria à ce moment-là. Mon père était maire d'Aliria, effectivement, mais il était absent. Il était en cure à Piombino, en Italie. Il est arrivé le samedi matin. Pour ma part, j'étais arrivé en Corse de 7-8 mois auparavant et j'étais chargé de mission auprès du préfet de région, chargé d'une mission de construction d'un centre informatique. C'est donc au sein du corps préfectoral, auquel j'étais non pas assimilé mais voisin, que j'ai assisté aux événements et aux discussions des services de l'État sur cette affaire. Et je me souviens, pour l'anecdote, être entré à Aliria immédiatement le vendredi soir, être passé à Venaco, où j'ai rencontré ma cousine, la mère de Léo Battès, et qui était dans la cave, qui était en larmes, qui n'en savait pas plus que moi sur ce qui était en train de se passer.
Et quand je suis arrivé, le camion qui avait embarqué ceux qui n'avaient pas été arrêtés partait. Voilà. Jean-Charles Orsoutch, vous, alors, vous n'êtes pas de la même génération, vous étiez enfant à un moment d'Aléria, mais est-ce qu'on peut dire qu'Aléria a façonné plus tard votre approche de la politique en Corse? Bonsoir et merci de m'avoir invité. C'est une évidence. C'est vrai que je n'ai que 3 ans quand il y a les événements, 4 ans lorsqu'il y a le procès. Évidemment, lorsque j'ai su que vous m'invitiez, je me suis un peu remémoré ces choses-là et j'en ai discuté en famille. Mon père a été, dès le début, un militant autonomiste. J'avais une maman qui était au Parti communiste à l'époque. Et évidemment, on va dire de 72, date de ma naissance, jusqu'à 1986, moment où je suis rentré sur l'île, vivre à Bonifacio. Toutes ces années politiques, j'ai toujours été passionné par la chose publique, ça vous étonne pas trop. C'est évidemment ces événements-là qui ont cadencé mon appréciation de la question corse. Et je pense même pouvoir dire que c'est sûrement des souvenirs certes vagues, mais j'ai une sœur, et tout à l'heure j'en discutais avec elle, j'ai été surpris, qui a assisté au procès d'Helmond. Elle avait 10 ans. Et donc c'est évidemment, je me souviens aussi d'être resté chez des amis pendant que mes parents manifestaient, parce que je crois que ce qu'on va dire sûrement pendant toute l'émission, c'est que ça a dépassé largement, à mon avis, le cadre de sympathisants nationalistes ou autonomistes. La Corse entière a été derrière Edmond Siméon face à l'injustice, et le souvenir que j'en ai, excusez-moi, mais il y a aussi un peu d'humour dans cette soirée, c'est ce que j'ai retenu, j'ai d'ailleurs pu le dire à un membre de la famille, c'était la fameuse formule « Pogna à Salo, les Corses auront ta peau ». Je l'ai rappelé dernièrement à un de ses neveux, donc c'est vrai que forcément pour ma génération, c'est un élément fondateur qui va engendrer tout ce qui se passera par la suite. Pierre Dotonde, vous êtes intéressé à cette affaire. Vous avez été le seul, je l'ai rappelé, avec Edmond Siméon, à avoir consacré un livre spécifiquement aux événements eux-mêmes. Un travail assez précis en amont sur les événements et sur leurs conséquences. Pour quelle raison cet intérêt ? Alors justement, à Léria, je crois que ça a provoqué un petit déclic. En fait, moi, je suis né à Paris, de parents havrais, mais je suis arrivé la première fois en Corse en 1964, tout petit. Et il se trouve que mon anniversaire est au mois d'août. Donc là, je venais en l'occurrence de fêter mes 18 ans. Et depuis déjà un an, j'avais commencé à percevoir que ce qu'on appelle un peu le paradis, l'île de beauté, etc., était en fait une île avec énormément de tensions, énormément de problèmes. Et évidemment, les événements d'Aléria ont constitué une sorte d'acmé, d'apogée presque. Et ça a été un déclic, comme je m'intéressais au phénomène d'identité, de différence. Après, en entamant des études d'histoire, presque assez naturellement, j'ai choisi de faire un doctorat, personne ne l'avait fait jusqu'alors, de faire un doctorat sur la résurgence du nationalisme corse dans la période contemporaine. Et le déclic, c'est un peu Aléria. Oui. Alors, au-delà de votre ouvrage, celui d'Edmond Siméon, je précise également qu'il y a une bande dessinée en 2 volumes qui a été écrite par Frédéric Bertonkin sur ces événements d'Aléria. Alors, nous allons poursuivre notre débat, mais d'abord, nous allons écouter le point de vue d'Edmond Siméon sur ce qu'a représenté Aléria. C'est un entretien qu'il nous avait accordé en 2016. Bon, objectivement, il faut le considérer comme l'acte fondateur de la révolte corse contemporaine. C'est l'acte fondateur. Avant, bon, ce sont des combats militants et tout. Immédiatement derrière, pratiquement dans la gémellité accolée, vous avez la naissance du FLNC en 1976 et leur radicalisation. Bon, on a changé totalement de paradigme. La Corse, elle a basculé dans un monde inconnu, dans un monde d'inquiétude. Et pour beaucoup, ça a été une révélation quand même d'un problème grave. Ils ne pensaient pas qu'on en était là. Donc, moi, personnellement, je l'ai vécu comme une conséquence inéluctable de tout ce qui arrivait. Je n'ai jamais été surpris. Vincent Carlotti, acte de rupture, événement fondateur, comment est-ce que vous l'interprétez, vous ? Le micro. Oui, moi, ce que j'ai ressenti en entendant Edmond, c'est un petit peu plus que des vagues souvenirs de ce qui se passait. C'est-à-dire que j'ai ressenti la faute fantastique commise par l'État en Corse, qui avait précédé largement les événements d'Aléria, mais qui les avait causés. La faute initiale, ça a été d'avoir trahi l'engagement pris par le gouvernement précédent de la 4e République
d'impulser le développement de la Corse en matière agricole et en matière touristique pour le plus grand bénéfice des Corses et en particulier la jeunesse. En injectant à peu près une vingtaine de milliers de pieds noirs venus d'Algérie sans aucune précaution et dans des conditions économiques éminemment discutables, la faute du gouvernement a été là, si vous voulez. Et je peux l'illustrer de façon très simple. Quelques années auparavant, je faisais mes études d'ingénieur agronome à Paris et je faisais un stage à Ghisonaccia, pas très loin d'ici. Et mon maître de stage s'appelait le professeur René Dumont, qui est un immense agronome. Et je me rappelle, il y avait une étude technique sur laquelle je ne m'étendrai pas parce qu'elle n'a aucun intérêt pour vous. Et il y avait une étude, disons, de l'environnement social, sociétal, économique, et qui m'avait passionné. Et j'avais en particulier noté que, alors que le gouvernement précédent avait impulsé un développement basé sur des cultures pérennes et de l'arboriculture, avec la transformation, rappelez-vous, la fameuse usine de Ghisonaccia, une transformation pour faire des fruits pour l'exportation, le gouvernement avait installé les pieds noirs en faisant de la vigne. La vigne, c'est une culture en sec, on ne l'irrigue pas. Et j'avais illustré mes propos très négatifs d'une photo d'une petite bande d'irrigation dans une vigne qui faisait 20 cm de haut. Et vous allez voir où je vais en venir. René Dumont, qui avait un diagnostic très intéressant, avait mis 4 mots sous la photo de sa main. Quelle horreur, point d'exclamation. Quelle erreur, point de suspension. Pour moi, ces 4 mots résument la gravité de l'erreur de l'État en Corse qui a produit cet effet-là. Pierre-Paul Joly, pour vous, Aléria, c'est quoi? C'est un changement stratégique? C'est une rupture? C'est l'acte de naissance du nationalisme? Comment vous le définiriez? Non, nous, on avait été déjà sensibilisés depuis plusieurs années, parce qu'il faut rappeler quand même les événements du pont du Fiumourbo, l'occupation de Ghisonaccia, de la mairie de Ghisonaccia, les événements de Porto, l'affaire des Boues Rouges avec l'arrestation d'Edmond, les attentats du Scarlino, les attentats du FPCL, et puis ensuite de Giustizia Paolina, etc., le manifeste de Giustizia Paolina, tout ça allait dans le sens, disons, de ce qu'on appelait le développement de la lutte de libération nationale. Et donc, nous, en tant qu'étudiants, on était de plein pied là-dedans. Et donc, avec Edmond, nous avons appris un peu à nous différencier, mais aussi à voir ce qui nous rassemblait. Et lorsqu'Edmond a eu besoin des jeunes pour occuper la cave, et nous avons répondu présent, et c'est pour ça que nous y étions et que nous avons participé à l'occupation jusqu'au bout. Voilà. Bien d'autant de vous, alors, pour vous, c'est clair, c'est pas un acte fondateur. Hein. Justement, de réécouter, de réentendre Edmond Siméon y parler d'actes fondateurs. En fait, il faut s'entendre sur les mots. Alors, je vais essayer, pour être compréhensible, de faire un rapprochement avec autre chose, un autre événement, l'adoption de la Constitution, du texte de la Constitution de 1958. C'est l'acte fondateur de la Ve République. Et 10 ans plus tard, on a mai 68, qui est un événement, une série d'événements qui vont complètement faire basculer la France dans une autre période. Aléria, c'est ça. C'est en fait, c'est un événement où on a toujours dit, très vite, on a dit, il y a l'avant et l'après. Ça, c'est vrai, c'est un point de rupture, c'est un point de bascule. Mais l'acte fondateur, il est, si on veut vraiment en trouver un, il est plutôt à rechercher, je pense, dans la publication du manifeste du CEDIC en 1964, qui définit déjà, qui exprime les termes et les thèmes de ce que va devenir la doxa nationaliste corse. Alors, ces événements ne sont évidemment pas venus de nulle part, ce n'est pas un épiphénomène, c'est l'expression d'un antagonisme entre un État centralisé et un territoire qui a été longtemps en état de quasi-abandon. Alors, je parle là de la Corse des années 50 jusqu'en 70. Alors, on regarde la première série de témoignages sur la situation de l'île à l'époque. En arrivant à cette époque-là, en 1973, je ne connaissais pas du tout la situation. J'avais une vision d'un Corse de l'extérieur. Et j'avais une vision un peu mythique de la Corse, comme souvent les gens de la diaspora, et une méconnaissance totale de la situation, je dirais, économico-financière, culturelle en vigueur. Et donc, là, j'ai été plongé dedans. J'ai d'ailleurs fait la connaissance
assez rapidement, entre 1973 et 1974, d'Edmond Simeoni, avec qui j'ai eu de longues conversations à l'époque, parce que je lui disais, mais pourquoi est-ce que vous dites ça, ou que vous faites ces actions? Et il m'avait fait tracer un portrait. Et c'est vrai qu'au contact de l'actualité, après, j'avais constaté que le portrait qu'il m'avait fait était assez proche de la vérité. Le territoire, c'était la déréliction. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de perspective. Et tout le monde partait. Mais partait, faisait des carrières quand même. Hein. Quelquefois dans des petites catégories, mais souvent dans l'élite. Donc il n'y a pas eu de discrimination sociale à l'égard des Corses, mais il y a eu un abandon du territoire. Ça, c'était indiscutable. On l'a laissé presque mourir. Est-ce qu'à l'IRS, c'est pas un peu ça aussi? Il y avait de ça. Parce que dans la contestation de l'Arc, il y avait aussi le sous-développement de la Corse. Nous, à l'époque, notre différence, c'était... Eux, ils avaient publié Autonomie en 1974, et nous avons publié Les raisons de la colère en 1974 aussi. Et nous expliquions qu'il y avait eu des investissements sélectifs dans le tourisme et dans l'agriculture, mais de manière très sélective. On avait créé ce qu'on avait appelé à l'époque des îlots de profit. C'est pour ça que notre texte disait « faut les grands des capitalistes ». C'est-à-dire que c'est le système capitaliste qui avait amené cette situation en l'aggravant. Avant, il abandonnait et après il investissait à sa manière en créant sur place de la richesse, mais une richesse qui n'était pas pour tout le monde. Et ça, c'est ce qu'il y a il y a eu une cotisation en côte orientale. Au début, en 1965, on a rappelé ça qu'en 65. Donc c'était 10 ans avant l'IRI, on coupait déjà des vignes de pieds noirs. Il y avait des actions clandestines parce que les crédits de la Sommivac qui étaient destinés à la Corse ont été destinés aux pieds noirs. On peut comprendre des choses, mais enfin, ça a créé une injustice totale. Et ça a justifié la révolte, d'une certaine manière. Tout ça l'expliquait. Elle n'était pas prise en compte comme il se devait. À qui la faute? Au gouvernement qui n'appréciait pas ou aux représentants de la Corse qui ne se faisaient pas apprécier? Un peu des deux. Un peu des deux. Bon, on a eu, dans la démarche de Liberbou, dans la mission de Liberbou, comme on l'appelait, une occasion d'espérer. Je me rappelle, je n'ai aucun mérite à le dire aujourd'hui, mais je me rappelle que l'angoisse allait crescendo. À 36 ans précisément, en observant, en connaissant les jeunes, nous avions le même âge que ceux qui revendiquaient, je sentais qu'on n'aurait pas pu arrêter l'incendie si on traînait en ne prenant que des mesures superficielles ou insuffisantes ou inadaptées, non respectueuses des spécificités. La Corse avait vécu tous les drames que vous savez, c'est-à-dire le long départ par l'émigration, les catastrophes des guerres. On était persuadé à l'époque, partout, que la Corse était pauvre. Bref, c'était une situation qui était une situation de tristesse et défensive. Et nous, on s'était rendu compte que tout était en train de s'effondrer. Il y a eu cette espèce de mouvement, de résurgence, je dirais, qui a fait qu'il fallait que nous prenions les choses en main, que nous donnions à notre action un sens positif, de défense de notre langue, de notre université qui n'existait plus, de la politique des transports qui était une catastrophe. On a découvert au fur et à mesure. Et donc on a commencé à formaliser les choses petit à petit, parce que c'était pas carré comme aujourd'hui. Et nous avons petit à petit bâti comme ça un programme et surtout une action sur le terrain, une action militante. Difficile, parce que la classe politique était tétanisée par cette irruption d'une génération nouvelle qui n'était pas dans les normes politiques usuelles. Et donc, il y a eu deux Corses qui se sont dressées à un moment donné, une Corse traditionnelle, autour des élus traditionnels du clan, et puis nous qui essayons d'agiter un peu le cocotier pour essayer que les choses changent. Je ne vais pas décrire l'état des lieux à l'époque, mais c'était catastrophique. Hein. Il n'y avait aucune conscience d'une approche corse
au niveau politique, au niveau de la construction sociale, et culturelle et économique. Donc on était complètement dans un autre monde. Et c'est pour changer ce monde-là que nous avons secoué le cocotier. Les attentats, c'était pas des folklore. Bon, il y en a eu des centaines. Il y en a eu des centaines, non. Folklore, c'était pour les années... Il n'y avait pas grand intérêt non plus. Non, folklore, c'était pour les années 50, hein, mais après, ce n'était pas du folklore. Bon, il y avait une certaine incompréhension, on se disait, bon, pourquoi et cette question, je pouvais me la poser moi-même. Hein, pourquoi des attentats? Et pourquoi des souffrances? Pourquoi des violences? Bon, alors que, bon, il y a à discuter, et la discussion ne s'est jamais interrompue, à ma connaissance. Bon. Voilà. C'est vrai que le discours était, ou la situation en Corse était difficilement compréhensible si l'on ne voyait pas qu'il y avait un besoin de décentralisation. Ça c'est clair. On sentait qu'on allait au drame. On sentait que la situation était de plus en plus explosive. Il y avait de la part du pouvoir giscardien, comme on dit à l'époque, et surtout du ministre de l'Intérieur, Poniatowski, une volonté d'en découdre. Et moi, j'avais essayé depuis le mois de janvier 1975, qui a précédé, en tant que secrétaire national du parti, chargé un peu des questions de Corse, j'avais essayé de persuader Pierre Mauroy d'avoir une proposition socialiste bien claire sur la Corse. Pierre Dottonde, l'état d'abandon, Vincent Carotte avait commencé à en parler tout à l'heure, dans lequel se trouvait la Corse, c'était quand même plus le cas en 1970-1975. L'État avait quand même entrepris une politique à travers la SEDCO et à travers la SOMIVAC pour le développement économique, du moins c'était son affichage. Oui, c'était son affichage. Alors, pour corriger quand même un tout petit peu, la SEDCO, donc, qui était chargée du développement du tourisme, s'est retrouvée très rapidement avec très peu de moyens. Donc le développement touristique a été limité. En tout cas, donc en tout cas pour le développement à sa main à elle. Et en revanche, la SOMIVAC avait des objectifs initiaux avec un budget, mais arrivent les rapatriés donc à partir de 62. Et alors, il y a des chiffres qui ne sont pas tous concordants, mais on estime en réalité aux alentours de 17 000 l'arrivée, dont un certain nombre qui sont installés en plaine orientale. Et là, le problème qui se pose, c'est que la SOMIVAC, idem, ne dispose pas d'un budget suffisant, et le ministère des rapatriés dit « pas de problème ». Je résume, hein, bien sûr. Pas de problème, on met l'argent qu'il faut, mais en contrepartie, vous installez pratiquement exclusivement des rapatriés. Et donc, au départ, c'est un nombre relativement réduit, puisque la première affaire qui va mettre un peu le feu aux poudres, ça concerne 18 lots. 18 lots, 17 qui sont attribués à des rapatriés et un Corse. C'est à Miliachar, et c'est là que les choses démarrent. Pierre Pougeot, alors on dit effectivement que c'est la SOMIVAC, l'État, qui a donné 90, c'est le chiffre de Rocard, hein, 90% des lots qui avaient été donnés aux rapatriés alors qu'ils étaient initialement destinés aux Corses. Mais il y a eu quand même une responsabilité de la classe politique insulaire, puisque la distribution de ces lots se faisait à travers des commissions où la classe politique corse, les élus corses étaient représentés. Non, mais sûrement. Moi, je crois qu'à l'époque, le problème, c'est que nous disions clairement que l'État s'appuyait sur les élus de la Corse pour justement profiter de la situation au détriment des Corses eux-mêmes et du peuple corse. C'est un peu le sens fondamental de notre combat. On était contre l'État, mais aussi contre les relais de transmission qui étaient ce que nous appelions les relais clanistes, c'est-à-dire les élus de toute obédience. Pour nous, les élus ne défendaient pas les intérêts collectifs de la Corse, ils pensaient simplement à leurs petits problèmes particuliers, à leurs intérêts particuliers, à leurs élections, etc. Et donc, l'intérêt collectif de la Corse était totalement délaissé par l'ensemble de la classe politique traditionnelle.
Vous confirmez cette attitude de la classe politique qui était complètement fermée et qui, bon, visiblement, n'a pas eu un rôle très clair dans cette affaire. On peut peut-être même aussi la considérer, quelque part, comme responsable des événements d'Aligre par la suite. À mon avis, elle a été responsable au premier chef parce qu'elle aurait pu s'opposer. Si la classe politique corse avait dit « il n'est pas question que l'État continue cette politique », je suis persuadé que l'État aurait arrêté, aurait discuté. En ne le faisant pas, alors pourquoi? Pirot nous dit que c'est parce qu'ils défendaient l'intérêt de leur clan, hein, et pas l'intérêt général. Je le crois volontiers. Et aussi, à mon avis, parce qu'ils étaient absolument incapables d'imaginer qu'il puisse y avoir une autre politique. Tout simplement. C'est la terre, c'est la spoliation, la spéculation. On a l'impression qu'au fil des ans, l'histoire finit par se répéter, Jean-Charles Orsucci. Oui, même si on va espérer qu'à un moment donné, on va trouver la bonne réponse. Hein. Il ne s'agit pas de parler de l'actualité du moment. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette injustice, là, j'écoute encore. Je me disais, est-ce que demain, si le maire de Bonifacio décide de construire 30 logements sociaux sur sa commune et qu'à un moment donné, il dit non, mais les Bonifaciens, vous n'y aurez pas droit, on va mettre tous les gens de Figues, Harry Portovec, etc. Je pense que ce serait compliqué pour les Bonifaciens de comprendre cela. Je veux dire, comment un État a pu imaginer avoir ce type de politique? Il aurait pu imaginer dire on va financer, parce que j'ai écouté la raison et on peut la comprendre, de dire on a des rapatriés, il faut trouver une solution politique, on les aide. Mais l'intelligence aurait voulu, il me semble, qu'on dise on va faire le même geste en direction de la population locale. Sinon, on est dans un rapport qui forcément rappelle un rapport colonial. Et je crois que, je me faisais la réflexion tout à l'heure, je le disais, à l'époque, je crois sincèrement que l'État est responsable à 80% de la situation de la Corse et 20%, je dirais, les élus locaux. La question se pose aujourd'hui de savoir si on est toujours dans ce même rapport. Je ne le crois pas, pour être totalement honnête avec vous. Mais il est évident que ça ne pouvait amener que ce que nous avons connu. Je vous le dis aussi, des fois, je me suis mis à réfléchir pourquoi j'ai un père qui est autonomiste en 1975. La réponse, elle est simple. Je suis né à Aulnay-sous-Bois. Parce qu'à Bonifacio, c'était peut-être magnifique, c'était beau, mais c'était la misère. Et je crois qu'en 1975, on en a assez de voir la Corse en situation de misère, de voir que le seul avenir pour les gens de ce territoire, c'est de partir. Et je pense qu'il y a une révolte, une juste révolte, d'ailleurs, qui a largement dépassé, même quand on écoute le reportage que l'on vient d'entendre, qui a largement dépassé la classe politique nationaliste. Il y a une adhésion totale, parce que face à la justice, l'ensemble des Corses se sont révoltés. J'entendais dire que nous étions déjà sur une voie du développement. Pardon, quand je vois le réseau routier aujourd'hui, qui a pourtant fait des progrès, notamment grâce à quelqu'un comme Jean Badjogne, je dis malgré tout qu'on est encore en retard. J'ose pas imaginer, je me souviens, mes souvenirs de 1982-85 à Bonifacio, les routes, on était, à mon avis, sur des routes d'un pays en voie de développement. Donc aujourd'hui, il est évident que entre la dépossession, entre la misère, le seul alternative, c'était, vous posez la question, pourquoi les politiques insulaires ont agi ainsi? Parce qu'ils étaient aux ordres. Le seul développement économique, la seule chose qui était offerte à la population de ce pays, c'était un emploi à la mairie ou à la région ou au département. Ben, quand ils recevaient un ordre de Paris, ils s'exécutaient, les élus insulaires de l'époque. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et c'est vrai aussi, je pense que c'est un élément clé, on a affaire à un État qui l'est encore aujourd'hui, un État jacobin, mais on est dans un pays, la France, c'est pas l'Italie, c'est pas l'Allemagne fédérale, c'est pas l'Espagne, un pays qui ne considère pas ses territoires et ses provinces. Au moment où je vous parle, le Premier ministre vient encore de parler d'efforts à faire en matière de décentralisation. Je vous explique en 1975 comment était perçu un territoire rural, périphérique, et qui a engendré la révolte, la colère, que tout le monde comprend. D'ailleurs, je remarque que sur le diagnostic, il n'y a pas de contestation. C'est sur le moyen employé, voilà, l'utilisation ou non de la violence. Là, il y a des divergences de vues, que ce soit chez les communistes ou chez les élus traditionnels. Évidemment, là-dessus, il y a une rupture qui se fait, mais sur le diagnostic et sur la nécessité de renverser la table, je crois qu'il n'y a pas de diagnostic qui peut être autre. Oui, petite précision. Alors juste sur le développement, moi je m'étais intéressé aux statistiques de l'INSEE et qui montrent quand même que dans le courant des années 60, il y a un basculement au niveau, par exemple, de l'équipement agricole, multiplication par 5 ou 10 du nombre de tracteurs, etc. C'est le début. C'est le début d'un développement, notamment dans l'agriculture et notamment sur la plaine orientale. Mais à propos de l'attitude de l'État, c'est vrai qu'il faut rappeler, enfin pour tous ceux qui l'ont vécu ou comme moi qui l'ont étudié, quelques années plus tôt en 60,
1960, il y a le projet de créer un centre d'essai atomique à l'Argentella, au sud de Calvi. Donc, je veux dire, l'attitude de l'État, en fait, va être de même nature, c'est-à-dire n'avoir aucune considération pour la Corse, au détriment de sa population, aucune considération. Et c'est seulement avec l'apparition de la violence d'abord clandestine, puis violence à visage découvert avec Aléria, ça n'est qu'à partir de ce moment-là que l'État va commencer à considérer les choses sous un autre angle concernant la Corse. Pardon, juste un point qui me paraît important, c'est que la cause est juste et la réponse de l'État, elle est totalement disproportionnée. C'est-à-dire qu'on a 20 militants avec des fusils et on a là un déferlement de forces de l'ordre. Je pense que ça a renforcé là aussi l'adhésion des Corses à ce mouvement. Alors on a parlé de la situation globale, mais il y a aussi des spécificités sur le choix d'aller. Il y a ce problème du vin en particulier et de la chaptalisation. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots, parce que pour les gens c'est quelque chose d'assez nébuleux, Vincent ou Pierrot? Moi, la chaptalisation, c'était pas la motivation essentielle. C'était pas la motivation essentielle qui m'avait porté dans la cave, hein. Nous, on était engagés dans une stratégie de développement de la lutte globale. À partir du moment où on nous a dit on va faire une action forte, dangereuse, parce qu'on nous a prévenus, on va occuper quelque chose et ça risque de mal tourner. Nous, on a dit au moins ça aura le mérite justement de secouer le coquetier, comme dit Léo tout à l'heure, et de faire bouger les choses. Et c'est pour ça, la chaptalisation, après, c'est toute la propagande de l'arc qui s'est greffée là-dessus. Mais pour nous, ce n'était pas notre tasse de thé. Nous, l'occupation d'une cave agricole par un rapatrié important, connu, etc., c'était simplement le début pour nous de la reprise en main du territoire agricole corse dont avaient été dépossédés les paysans corses de l'époque, puisqu'ils avaient été laissés de côté. Voilà. La chaptalisation, ça vient du nom de Chaptal, qui est un chimiste célèbre. C'est l'addition de sucre dans les mous de la vigne qui permet d'augmenter le degré d'alcool. Alors, il faut que je vous dise, par exemple, ici à Leyre, vous avez le fleuve Tavignane. Et au bout du Tavignane, il y a une île, l'Isoulot, on l'appelle. Et ça appartenait à une famille de rapatriés, la famille Sayer, qui avait une grosse cave ici. J'y ai vu des vignes palissées à 3 mètres de hauteur, avec des grains de raisin hauts comme ça, qui devaient produire un mou à 5 degrés, pour faire des vins à 14 degrés. C'est ça, la chaptalisation. Ce qui fait qu'un petit peu, on dit souvent qu'en Californie, ce n'étaient pas les chercheurs d'or qui s'enrichissaient, c'est les marchands de pelles et de pioches. Ici, ce n'est pas les viticulteurs qui sont enrichis, c'est les marchands de sucre qui livraient le sucre la nuit par camion entier sans que l'État, qui le savait, n'ouvre les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça, c'est quelque chose que personnellement, je ne peux pas oublier parce que ça a ruiné complètement l'agriculture. Ça a fabriqué ce que j'appelle moi les cathédrales du vin. Si vous parcourez le maquis, vous avez plein de ruines de caves. Il y en a partout. Mais la ruine des caves, c'est la ruine du possesseur de la cave et la ruine de la caisse de crédit agricole. Donc je rappelle, c'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y avait pas de caisse de crédit agricole ici avant l'arrivée des Pieds Noirs. La caisse de crédit agricole de la Corse, c'était la caisse de Nîmes. On a tout fait pour les rapatrier, pas pour nous. Et ça, c'est quelque chose que chez nous, personne ne peut l'oublier. Et personne ne l'oubliera d'ailleurs, jamais. Alors on en arrive aux événements eux-mêmes. L'action proprement dite débute le 21 août au matin, mais auparavant se déroule un autre rendez-vous politique important, essentiel, le 17 août à Corté, qui préfigure ce qui va se passer par la suite. Regardez. Quand Edmond Simeoni fait son discours interrogatif vis-à-vis de tous les militants qui sont là et qui leur pose la question est-ce que la Corse est une colonie, doit-elle se libérer, et qui termine par « et si on nous tue ?» Moi, je sors de là, je suis ébranlé quand même. Hein, et j'envoie mes pellicules à Paris et pour la première fois, je ne le fais jamais, je mets un commentaire sur le papier où je dis Edmond Simeoni, poussé par sa base, va être obligé de faire quelque chose. Le discours à Corté m'avait inquiété. Enfin, je
je me disais, non, là, il va très très loin, et il ne peut pas avoir tenu un discours à ce niveau-là et qu'il ne se passe pas quelque chose de grave derrière. Sinon, ça serait absurde. Et donc là, oui, effectivement, ce discours de Corté, vraiment, j'ai considéré à ce moment-là que, je dirais que la bascule, c'est à ce moment-là qu'elle se fait. Tout le monde dit c'est les événements d'Aller, et oui, mais la bascule, elle se fait parce que ce discours, il ne peut pas revenir en arrière derrière ce discours, c'est pas possible. Le discours extrêmement martial d'Edmond Simeoni avait évidemment eu quelques retentissements chez une partie de ses auditeurs, et qui attendaient d'ailleurs, et qui disaient, qui réclamaient une action plus violente. Je me souviens de l'interpellation. Edmond, il va falloir que tu choisisses entre la canne à pêche et le fusil. Les jeunes disaient ça ne sert à rien de faire du combat politique parce qu'on se heurte à un mur à Paris, un mur ici de la classe politique, donc je Pitia. Et donc Aléria, c'est un peu ça. C'est à la fois une réponse à la situation générale de la Corse de l'époque et une réponse aussi à une contestation interne de gens qui voulaient de l'action. Nous sommes conscients et sensibles des réalités de notre époque. Notre ethnie en danger se doit d'être sauvée. Il y avait deux tendances au sein de la direction de l'Arc. Il y avait celle de Max et celle d'Edmond. Ils n'étaient pas d'accord là-dessus. Ils l'ont dit. Moi, c'est à partir de discussions que j'ai eues ensuite avec eux, hein, quand on analyse l'histoire. Max était opposé à ce qui est la présence d'étudiants, de jeunes dans la cave de paye à Aléry. Et Edmond a été favorable. Edmond n'était pas contre le fait que nous participions à l'occupation. Enfin, nous ne savions pas encore que ça devait être une occupation, parce qu'il voulait sans doute canaliser certaines velléités peut-être plus radicales ou plus désordonnées. Et donc, le matin, je suis parti très tôt d'ici avec Jacques Fieschi. Et nous nous sommes retrouvés à Migliacciar, dans la maison de Charles Susini. Et à partir de là, donc, le groupe s'est dirigé vers la cave de paye. Donc, la famille de paye a été chassée, mais sans brutalité. Edmond est allé à la porte de paye, il a tapé, il a pris les gosses dans les bras et nous, on a braqué de paye pour qu'ils s'en aillent. Ça a été la première des choses à faire. On était partis pour arriver, pour en découdre, hein, et c'est tout. Hein. Et nous, on a bien été pour arriver au point de non-retour. Le lendemain matin, de bonne heure, je descends à la cave et là, je commence 1, 2, 3 covois. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, on apprend que ça avait débarqué du bateau, de l'avion, et que des troupes étaient... J'ai des photos, en avant d'arriver à la cave, j'ai des photos où on voit les gardes mobiles, les CRS dans les rangées de vignes. C'était impressionnant. Et à 5 heures, même peut-être un peu avant, on m'appelle « Oh Batti, vieni, attention !» Et je me réveille et je vois les hélicoptères qui tournaient au-dessus de la cave et les automitrailleuses qui s'approchaient. Et là, que faire? Et là, donc, Edmond dit « Retire Forcioli ». Et je me souviens de la remarque, de la réaction de Piero Poccioli qui dit « Pas lui, il est trop connu ». Il dit « Ne t'inquiète pas, on ne va pas le reconnaître ». Et donc, ils sont 4 ou 5 avec les armées et ils m'accompagnent jusqu'aux automitrailleuses. Et là, donc, on me fait mettre à genoux, et on me pointe les armes sur ma tête. Et il dit voilà, c'est un otage, c'est un touriste qu'on a trouvé là, et donc si vous ne vous reculez pas, on va le tuer. Et ça a marché. Je suis bloqué par un cordon de gendarmes. Je ne peux pas passer. Et j'ai beau les persuader qu'ils ne veulent pas me laisser passer, j'entends le procureur qui dit on va utiliser la force. Donc là, j'ai le sang qui me descend aux pieds.
Et j'entends les coups de feu, j'entends le fusil mitrailleur qui tire une rafale. Il ne me semble pas deux, hein, mais une c'est sûr, et des coups de feu. Ça tire, on voit arriver les gaz lacrymogènes. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais c'est l'assaut, quoi. Et là, on voit, parallèlement, on voit un vol des tourneaux qui arrive côté nord. Oh là là, et ça y est, ils attaquent. Là, on met en batterie les deux gros fusils et les rafales. Come dirà, da vostre secco, un fumo da vigna, andiamo a quadro, li passa bene così. E quando abbiamo arrestato per rimettere tutto, non abbiamo più visto nulla. J'étais vraiment en première ligne, puisque les CRS sont en face de moi, c'est très rapide, puisque de suite il y a les deux gendarmes mobiles qui sont atteints, donc ça s'arrête, c'est de suite. Et après on est reparti dans des négociations avec le préfet Guérin et Edmond Simeoni qui décide de se rendre. Il y a eu quand même une proposition d'un dirigeant qui est venu, dit voilà, on a négocié avec le préfet, avec les pouvoirs, vous rendez vos armes et vous redonnez votre carte d'identité et vous rentrez chez vous. Moi j'ai dit hors de question qu'on rende les armes et notre carte d'identité, moi je ne me rends pas. Et les autres m'ont dit, voilà, comment on fait? Il y a le camion, tu sais conduire toi? Oui, allez, on vide le camion. Et donc le camion peut passer, le commando peut sortir librement. Et après, donc, Edmond se rend et il se dirige, donc, pas menotté, vers l'hélicoptère avec Roland. Et c'est là que, quand il vient à l'hélicoptère, je fais des photos. Il s'avance vers moi, je suis un peu plus loin, il s'avance vers moi, il m'embrasse. Et il me dit, la lutte continue. Pierre-Paul Joule, alors on a dit à Lyria, c'était pas prévu comme ça, tout le monde a été dépassé, mais lorsque on entend les témoignages, qu'on se rappelle le discours de Corté, qu'on entend les déclarations de Jean-Pierre Sosini par exemple, en fait, vous étiez parti pour l'affrontement? Oui, nous, oui. Bon, Edmond, en personne responsable de mouvement, lui, il pensait que ça allait mieux se passer que la réalité qu'on a affrontée. Et il pensait que le dimanche, on devait quitter tranquillement la cave. Or, à partir du moment où, dès le premier jour, ils ont coupé les communications, on a compris que ça y est, c'était l'épreuve de force. Donc, on a fait une première opération de diversion. Edmond m'a demandé de conduire une dizaine de personnes autour de la cave où il y avait des réunions de rapatriés qui discutaient justement de la riposte à l'occupation. Donc on est arrivé en plein milieu d'une réunion et il y en a un qui m'a braqué, je lui ai enlevé le fusil et on les a fait rentrer chez eux en disant ne vous occupez pas de ça. Ça, c'était la première chose qu'on a fait. Ensuite, il y a eu l'opération otage avec Bati, mais lorsqu'ils ont dit on va intervenir à 4 heures, on savait que c'était fini, on avait épuisé toutes les ressources et donc il fallait aller à l'affrontement. Et donc il y a eu les gardes mobiles et les CRS qui ont avancé. Bon, c'est parti de tous les côtés, on tirait de tous les côtés. Moi, Pierrot Souzine m'a dit en rigolant, c'est ta faute si je me suis fait blesser parce que moi j'ai ouvert une fenêtre pour riposter et malheureusement, lorsque j'ai ouvert la fenêtre, il y a quelque chose qui est rentré par la fenêtre et qui est allé sur le pied de l'autre. Edmond, à partir de ce moment-là, il y a eu un petit truc de panique parce que Edmond a dit il faut arrêter, il y a un blessé. Donc on a tout stoppé, ne tirez plus, on a tout stoppé et là Edmond a décidé, on est sorti devant la cave, puisqu'il y avait tout le monde s'était arrêté avec le drapeau blanc, Edmond, etc. Et Max et Edmond, et surtout Max, a négocié avec le préfet Guérin notre reddition. Nous, on a dit Edmond,
tu prends tes responsabilités, c'est bien. Nous, on ne remet pas en cause ta décision, mais nous, pas question de nous rendre. On repartira avec nos armes et nos papiers, et s'ils veulent nous arrêter, on leur tire dedans. Et c'est comme ça qu'on est monté sur le camion et qu'on est parti. Et du coup, lorsqu'on a tiré en l'air, lorsqu'on est passé, les barrages se sont ouverts d'eux-mêmes. Ils étaient tellement paniqués, eux, les forces de l'ordre, parce qu'ils avaient 2 morts, ils avaient des blessés, etc., qu'ils nous ont laissé passer. Et c'est comme ça que c'est terminé. Et Edmond, pendant ce temps, s'est fait emmener en hélicoptère, où effectivement, il a subi une garde à vue terrible. Hein. Et là, je dis chapeau, Edmond, il a vraiment dû supporter des tas d'insultes, de menaces, etc. Il a été à 2 doigts de se faire lyncher, parce que, bon, après, bon, il y avait l'émotion des gardes mobiles, etc., parce qu'ils en avaient perdu 2. Mais bon, c'est vrai que ça a dû être très dur pour Edmond. Après le premier assaut, il y avait une volonté parmi les occupants de rester dans la cave et de résister? Bien sûr. Nous, ça aurait été un massacre. Si Edmond ne nous demandait pas de se rendre, on serait resté. Tout le monde était d'accord. On était un peu dans une sorte d'euphorie, dans une sorte d'état second. Il y avait de la fumée, il y avait du bruit, il y avait la fureur de partout. À la limite, on réfléchissait même plus. Vous saviez que les gendarmes avaient 2 morts de leur côté? Non. Non, on ne le savait pas à l'époque. On l'a su après. Pierre Dotonde, vous qui avez travaillé sur le sujet, vous pensez qu'Edmond Siméon savait parfaitement où il amenait ses hommes le 21 août? Non, ce qui est frappant justement dans les événements d'Aléria, c'est la mésestimation de la réaction de l'autre camp, c'est-à-dire les occupants de la cave et en premier lieu d'Edmond Siméon, et de l'autre côté, Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur. Du côté du ministère de l'Intérieur, on n'imagine pas une seconde que 20 militants armés occupant une cave allaient résister au déploiement de 1200 gendarmes mobiles équipés de véhicules blindés, accompagnés d'hélicoptères, etc., allaient pouvoir résister. Du côté d'Edmond Siméon et d'autres dirigeants de l'ARC, on n'imagine pas une seconde qu'il va y avoir un tel déploiement de force. Donc là, il y a une mésestimation totale des 2 côtés, et on verra peut-être plus tard dans la dernière partie aussi quelque part une erreur d'appréciation sur le résultat concret pour chacun des 2 camps par rapport aux perspectives imaginées en montant cette opération et la réaction avec les forces de l'ordre. Vincent Carlotte, vous pensiez que l'ARC a cherché volontairement la confrontation à ce moment-là, ou c'est plus un concours de circonstances? Simplement, quand on entend Pierre Pozzo, non. Hein. C'est un tragique concours de circonstances. Vous pensez? Oui, il y a eu effectivement de part et d'autre... Mettez le micro. Ouais. Oui, il y a eu de part et d'autre visiblement une sous-estimation de l'autre. Et c'est courant d'ailleurs, c'est comme ça que se passent les tragédies. Hein. C'est quand on ne mesure pas sa force et qu'on n'est pas capable de mesurer la force de l'autre. Mais malgré tout, moi j'en reste à une constatation qui me paraît scandaleuse, qu'un ministre de la République se soit permis d'envoyer contre 20 bons hommes, qu'ils soient armés ou pas, dans une cave, une véritable armée, c'est inadmissible. Poniatowski aurait dû être démis de ses fonctions sur le champ. Dans une République, ça ne peut pas se concevoir. Voilà, ça c'est, pour moi, il ne faut pas l'oublier. Mais si Poniatowski a envoyé 2500 ou 2000 hommes, il était à Paris, lui, il était dans son bureau. Il y avait des relais sur place qui l'ont sans doute incité à agir de cette manière. Mais quand on parle de sous-estimer, déjà, excusez-moi, mais vous imaginez s'il se passe ça aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le Premier ministre et le Président de la République, ils restent en vacances ou ils ne s'occupent pas de la situation? Déjà, ça doit nous interpeller, ça. C'est que ce soit le ministre de l'Intérieur, un moment tendu, des événements de ce type, où je rappelle que les gendarmes sont des militaires, qui donc, leur chef, c'est le Président de la République. On peut parler de la cave d'Ouvéa, vous le savez, que donc là, il y a eu des difficultés entre Mitterrand et Chirac à l'époque. Je veux dire, déjà, là, on voit qu'il y a donc ça a été sous-estimé, que je pense que... Juste une précision, Giscard était en Afrique à l'époque et Chirac était en vacances chez lui en Corrèze. Voilà, mais imaginez aujourd'hui la polémique si demain on apprend que pendant le mois d'août, le Premier ministre ne s'intéresse pas à un événement de ce type dans une région comme la Corse. Donc ça montre bien que ça a été sous-estimé. Moi, ce que je regrette, et encore aujourd'hui, c'est que souvent, d'ailleurs, le pouvoir parisien ne répond aux difficultés de la Corse et peut-être même de façon plus générale
libéral qu'à travers un système qui est violent. Or, en réalité, on ne peut pas vraiment toujours séparer d'ailleurs le avant, pendant et après dans ces histoires d'Aller. C'est que c'est un tout. C'est que l'erreur majeure, c'est de ne pas entendre qu'on est face à une injustice, que la réponse, elle est disproportionnée, elle engendre de la violence. Mais c'est un peu la manière dont cette République fonctionne depuis 1789. Et c'est là où il est temps quand même que nous allions vers quelque chose de différent. Erreur ou volonté de confrontation, y compris de la part de Poniatowski, pour écraser le mouvement Déjà, un premier point, à propos des relais locaux du pouvoir, donc le préfet Guérin, moi, les archives que j'ai pu consulter... Et le préfet Gilly qui était à Et le préfet Gilly, il semblerait quand même que... alors, Guérin était sur une position plutôt offensive, ou à l'inverse de Gilly, où c'est l'opposé. Préfet de région, c'était Gilly, c'est ça, et Guérin sous-préfet à Bastia. Donc Gilly était sur une position très, très volontaire, donc sans doute relayait auprès de Poniatowski. Guérin, au contraire, essayait de temporiser, de faire en sorte que ça ne déborde pas. Alors, concernant la volonté quand même... Bon, force est de dire que du côté de l'Arc, alors c'est vrai qu'il y avait la pression des jeunes, dont Piero Poggioli est un représentant historique, et il y avait quand même, quand on travaille dans les archives, un questionnaire qui avait circulé au début de l'année 75 auprès des militants sur le thème de la violence, auprès des militants de l'Arc sur le thème de la violence, et donc est-ce que vous êtes favorable ou non et la réponse était très majoritairement oui. À un moment donné, il va falloir recourir à la violence. Donc, pression des jeunes militants, une sorte d'ambiance qui s'installe, qui est plutôt favorable aussi au recours à la violence et qui débouche à un moment donné sur le discours de Corté. Et ça, j'imagine quand même qu'à Paris, la violence du discours, c'est un peuple meurt, ne se rend pas, enfin, je ne sais plus exactement la phrase. Oui, un révolutionnaire ou il gagne ou il meurt. Voilà, ne meurt et ne se rend pas, voilà. Donc j'imagine quand même que du côté de Paris, on s'apprête, et d'ailleurs la décision sans doute a été prise très rapidement, parce que pour faire venir autant de centaines de gardes de gendarmes en Corse par avion, ça demande toute une logistique. Donc la décision n'a pas été prise juste 1 ou 2 heures après le début de l'occupation de la cave, évidemment. Volonté de confrontation de la part du pouvoir aussi, Vincent Carlotti, d'après vous? Je ne peux pas admettre une seconde, si vous voulez, je ne peux pas comprendre une seconde que le ministre de l'Intérieur, même s'il était en situation de représenter le gouvernement, tout seul pouvait prendre une telle décision. Il a dû certainement avoir l'accord du président de la République et du Premier ministre. C'est impossible autrement. Et c'est irresponsable. Quelle que soit la... comment vous dire? Vous avez dans une cave 20 personnes armées, mais c'est jamais qu'un groupe de militants d'un parti local. Entre les deux, il doit y avoir normalement interposition de la classe politique locale, et en particulier les représentants du pouvoir. Or, les représentants du pouvoir, le RPR de l'époque, ont été totalement absents, voire complices. Pour moi, ils ont été complices, c'est pas possible autrement. Je vais vous rappeler une petite histoire. Un jour, je reprochais à Michel Rocard, je posais la question à Michel Rocard, comment as-tu fait pour réussir à peu près en Nouvelle-Calédonie à calmer le jeu? Il m'a répondu, écoute, c'est très simple. J'ai eu la chance de trouver un Lafleur et un Chibaou. Chez vous, malheureusement, j'ai jamais trouvé un Lafleur et un Chibaou. Voilà, c'est tout. La classe politique locale a été au-dessous de tout dans cette affaire. Mais alors, on ne comprend pas une chose, parce que 75, c'est 1 an après l'élection de Giscard. Le septennat giscardien avait plutôt bien commencé avec un certain nombre de réformes assez populaires sur le vote à 18 ans, l'avortement, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'il y a cette réaction brutale? Parce que c'est la Corse. Comment vous l'interprétez? Je crois que pour la droite, je ne peux pas faire autrement que de vous parler comme ça. Mon passé me pousse à le faire. Pour la droite, la Corse, c'est un bronze-cul. Voilà, c'est tout. Ça veut dire que c'est un endroit où on va se distraire. Pour le reste, qui ne nous emmerde pas, ça commence à faire. C'est ça la réalité du problème. Si je peux me permettre, il y a aussi le fait, j'ai regardé une émission dernièrement, la droite, elle est traumatisée par 1969, si je ne dis pas de bêtises, quand il y a ce vote sur la possibilité de la régionalisation. D'ailleurs, on dit même que nos amis socialistes, non pas Michel Rocard, mais on va dire du côté mitterrandien, ont choisi en 81, parce que la droite est donc aujourd'hui traumatisée par la décentralisation, d'être plutôt anti-décentralisation, alors que je rappelle quand même, c'est plutôt la gauche qui est centralisatrice au départ.
départ, hein, c'est plutôt la droite qui est régionaliste. Sauf que 69, c'est un traumatisme pour la droite. Donc il y a cette réponse-là, on n'est pas très longtemps après, et que voilà, et malgré tout, on peut encore le regarder aujourd'hui. Hein, je ne vais pas faire le parallèle, mais il faut parler de l'actualité. Vous le voyez bien qu'on a encore un réflexe. D'ailleurs, à Paris comme en Corse, hein, toujours par des relais locaux, je respecte la position des uns et des autres, mais une position assez jacobine et assez fermée. Donc il y a tout ça qui fait que c'est souvent difficile d'en sortir. Micro. Poniatowski s'était déjà fait remarquer par sa campagne sur le raciste anti-corse. Il avait déjà défrayé la chronique en nous disant des tas de choses négatives. Ensuite, union corse. Voilà. Ensuite, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le traumatisme de la guerre d'Algérie. Et donc, ils ont eu peur qu'effectivement ce soit l'amorce d'un processus à l'algérienne. Et donc, ils se sont dit, il faut écraser dans l'œuf avant que ça aille trop loin. Et je pense que c'est tout ça qui a permis effectivement d'en arriver à ces drames, malheureusement. Mais au départ, pourquoi une armada aussi importante, c'est justement pour empêcher les réactions et pour étouffer le truc dans l'œuf, quoi. C'est tout. Alors, oui, sur la position de la droite, quand on regarde les décennies qui s'écoulent après Aléria, on s'aperçoit que, hormis l'initiative de Nicolas Sarkozy en 2003, avec le référendum consultatif en Corse, êtes-vous pour ou non la disparition la fusion des deux départements, hormis cette initiative, les partis de droite n'ont jamais rien lâché sur un statut de la Corse. Toutes les initiatives sont venues principalement du Parti socialiste, il faut bien le dire, sur le long terme. Pas toute la gauche n'était d'accord d'ailleurs. Hein. Et non, voilà, donc du Parti socialiste, voilà, la gauche socialiste, et dernièrement, à la suite encore d'événements violents, par ce qu'on va appeler donc le bloc central. Mais la droite a toujours été absente, n'a jamais rien proposé qui puisse régler au niveau... Juste un petit bémol, il ne faut pas oublier que la relation privilégiée entre De Gaulle et la Corse, et puis le fait que l'ARC a appelé à voter contre le référendum de De Gaulle qui a précipité son départ, alors qu'il y avait une régionalisation qui était prévue. Une régionalisation qui, à l'époque, va bien plus loin que ce qui est proposé aujourd'hui, d'ailleurs. Il ne faut pas l'oublier. Alors je crois qu'il y a tout ça qui joue et qui fait qu'à un moment donné, la Corse était appelée à un autre destin que celui de l'aventure hors de l'État français. Et l'État français a eu peur et donc il a fallu écraser toute velléité de révolte. Alors on a évoqué les événements, le départ du commando sur ce fameux camion et les gendarmes qui vous laissent passer. Alors je voudrais vous faire entendre maintenant le témoignage d'Edmond Siméone qui lui, après s'être rendu, a été transféré en hélicoptère au camp de Borg. Alors c'est toujours un extrait du long entretien qu'il nous avait accordé en 2016. Écoutez. Ils m'ont emmené au camp de Borgo, où vraiment j'ai échappé au lynchage par miracle, à mon avis. C'est quand toutes les troupes sont revenues d'Aléria, tous les gendarmes, ils étaient au camp de Borgo, et ils ont commencé à dire l'assassin est là. J'étais dans une espèce de ces tentes américaines sur lesquelles dorment pas mal de soldats. C'est là avec des trucs en plastique. C'est là qu'on m'interrogeait. Et ils ont commencé à cerner le truc, et à bousculer, à entrer en force. Et puis je voyais les armes qui passaient à travers les trucs. C'était l'émeute. Les types qui étaient avec moi, les deux contrôleurs généraux de police et les deux flics, liquéfiés. Moi j'avais très peur parce que j'ai compris que là il n'y a plus rien à faire. Et l'émeute est telle, et je sens qu'ils vont me tuer, je le sens, ça monte, les types ils sont avec moi, appellent, téléphonent, je sentais qu'ils étaient débordés, qu'ils ne pouvaient plus rien faire, ils n'avaient pas de troupes à leur disposition, c'était tous des gendarmes, assassins, lynchons-le, tuons-le, bon, sale Corse. Et alors là, ils m'ont exfiltré de là, dans un climat, ils m'ont frappé, quand je ne sais pas si au milieu d'eux, hein, ils essayaient de me donner des coups de crosse, des coups de poing, des coups de pied. Et on m'a amené après à la tour de contrôle de la police là-bas, où en bas c'était sécurisé par des flics qui n'étaient pas des gendarmes, la police judiciaire et autres, et où là on attendait l'avion qui devait me truc, mais enfin là c'était beaucoup plus serein, et là les flics ont commencé déjà leur travail. Mais à un moment donné, il y a
Il y a un type qui m'accompagne aux toilettes. Nous sommes, à mon avis, le 4e jour. Et quand il parle, je comprends tout de suite qu'il est corse. Il me dit, Teneo, on en nunda. Tiens bon, ils n'ont rien. Je dis, ne t'inquiète pas, ceci et cela. Donc il m'a accompagné aux toilettes et il me dit, en Corse, ça bouge à tout va. Mais après, je voyais leur tête. Je voyais leur tête à mesure, Bastia, le reste. Bon, ils ont compris. Alors, il m'avait dit dans l'avion, la Corse va se retourner contre toi. J'ai dit, tant qu'elle ne connaîtra pas la vérité, quand elle connaîtra, elle se retournera contre vous. Et après, il est venu m'interroger. Dans le cas de la garde à vue, il dit, tu avais raison. J'ai dit, monsieur, vous avez raison. Alors une précision, le Thiel en question, c'était Robert Thiel de la DCPJ et non pas le fameux juge Thiel qui est intervenu sur les affaires corses bien plus tard. Un climat de tension aussi extrême à ce moment-là, Pierre Podjo. Oui, parce que moi je suis parti sur le camion, et puis ensuite on s'est tous séparés, et moi je suis parti avec Marcel et son frère, et on est parti en cavale pour 4 ou 5 mois ensemble, mais durant la semaine qui a suivi à Léria, on est monté souvent à Bastia, il y avait une tension extrême, donc il y a eu des événements, des incidents tous les soirs, jusqu'au jour où il y a eu la dissolution de l'Arc, et là effectivement on arrive à la nuit de Bastia, mais la tension était énorme à ce moment-là, il y avait vraiment un climat de révolte qui était dans l'air, c'était... On va en parler justement dans la 3e partie pour évoquer les conséquences et les leçons que l'on peut tirer de l'affaire d'Aléria. C'est le dernier module de notre émission. Aléria, c'est 2 douzaines d'hommes venus demander justice. Vous verrez qu'il y a d'abord l'accusation totale de la responsabilité de l'État et du gouvernement, et de Poniatowski en particulier, mais enfin du gouvernement. Et on accuse le gouvernement d'être responsable de ce qui s'est passé et du sang versé. Maintenant, les méthodes des commandos, ce n'était pas les nôtres. Là, une action minoritaire, parce qu'elle est quand même minoritaire, et hyper violente, annoncée avec fracas, ça ne nous prévenait pas du tout. Mais il y avait cette tonalité anti-française qui nous gênait beaucoup. Qui porte la responsabilité? Je crois qu'elle était collective. Une insuffisante manifestation de la Corse à travers ses représentants légitimes et une insuffisante appréciation de l'État à travers ses structures centrales. J'imaginais pas que les gens qui avaient permis à Liberbou de faire cette mission, d'ouvrir comme ça le dialogue avec les gens, et puis le personnage qui était intéressant, je n'imaginais pas que les mêmes étaient capables tout d'un coup de réagir de cette manière absurde à un événement comme celui-là. La première responsabilité, c'est de prendre des armes et de les s'enfermer dans la ferme d'un particulier. Ça, pour moi, c'était inacceptable. Bon. Que le ministre de l'Intérieur de l'époque n'ait pas géré la situation avec suffisamment de patience et de sagesse, c'est non moins contestable, évidemment. Et c'est vrai que ce drame, évidemment, aurait pu être évité, en tant que drame. Aléria, à moyen terme, a modifié les rapports de force en Lille. D'abord, le système claniste a été ébranlé comme jamais il ne l'a été, parce qu'il était complice de tout cela. On sait bien que Poniatowski n'allait pas venir en Corse, donner un assaut avec des centaines de gendarmes, sans en demander ce qu'ils pensaient au Diagobe et au Rocazet. Ça, c'est sûr que ils ont toujours fonctionné en synergie. Donc, ils se sont trompés sur la méthode, ils ont choisi la brutalité, la force, et je pense qu'ils ont rapidement compris qu'ils s'étaient trompés. Je crois que j'étais conscient qu'on rentrait dans une phase difficile et non maîtrisable. Souvenez-vous, Aléria, dissolution de l'Arc, Bastia, donc aggravation de la situation. Cette aggravation, elle ne peut pas trouver de solution sans qu'il y ait, aujourd'hui on dirait, des négociations Beauvau 1 ou Beauvau 2. Bon, à l'époque on ne parlait de rien.
Le pouvoir d'État est inerte et contradictoire. Et il faut un événement, plus ou moins malheureux, pour le faire basculer. C'est la première leçon. La seconde, ça serait sur les pesanteurs de la sociologie politique de la Corse. C'était à la fois un coup de force politique et une tragédie humaine. La première chose qui se pose, c'est la forme d'action. La forme de contestation, la forme d'action doit ressembler au projet qu'on veut promouvoir. Si la forme d'action est trop opposée au projet, c'est qu'il va y avoir une catastrophe quelque part. En tout cas, le bain de sang aurait pu être évité si le gouvernement avait été différent. C'est encore très difficile de faire la part de tout. Je ne considère pas, je vous le dis honnêtement, que Aléria ait eu des conséquences favorables. Voilà, je suis très clair. Un an après, il y avait eu la FNC. On peut, je dirais, l'approuver. Moi, évidemment, je le regrette infiniment parce qu'il y a eu toute une série de drames et de morts. Les morts d'Aléria n'ont pas été les dernières morts sur la terre de Corse. Il restera, à mon avis, le moment historique où la Corse bascule définitivement dans une démarche de remise en cause du système colonial et d'approche corse de la politique. C'était fini. Mais concrètement, on voit tout de suite, il y a des choses qui se sont produites, la SAFER, etc., après Aléria. Mais c'est sur le long terme, on voit que tout a changé dans l'état d'esprit des gens. Ce fut un événement où, pour la première fois depuis très longtemps, les Corses avec un grand C, ont affronté l'État, face à face, visage contre visage, sans se cacher. On leur a dit, Simugo, on veut vivre comme Corse. En face, ils ne comprenaient rien, ils ont répondu par la force, ils ont eu tort. On dit que c'est l'élément fondateur du nationalisme, peut-être pour certains, mais pas pour nous. Moi, la question qui m'a été posée, j'ai répondu crûment, peut-être même bêtement. Et il y a eu 2 morts de trop, où il n'y en a pas eu assez parce qu'on n'a pas pu mener la révolution comme nous le voulions. Qu'est-ce qui va rester d'Aléria dans l'histoire de la Corse? Que sera la Corse dans 50 ou 100 ans? Que sera le peuple corse? Y aura-t-il encore un peuple corse? Alors, si nous gagnons, je ne sais pas si on va gagner, si nous arrivons à imposer mais une véritable, une véritable autonomie, une indépendance d'association avec la France, bon, je ne sais pas, sur plusieurs décennies, peut-être Aléria sera-t-il encore un petit point de référence, mais sinon, sera sans doute oublié. Pierre Doton, des conséquences immédiates d'abord d'Aléria, c'est le climat insurrectionnel. Est-ce que la Corse a été sur le point de basculer à ce moment-là? Je ne le pense pas, très sincèrement. C'est-à-dire que c'est effectivement, il y a peut-être des centaines de jeunes notamment et de plus aguerris qui sont en capacité et qui peuvent avoir la volonté de prendre les armes, de prendre le maquis. Mais de là à soulever une population, il faut quand même s'imaginer, majoritairement la population en 1975 est très hostile, y compris à l'autonomisme. En revanche, c'est vrai qu'il y a une bascule. C'est-à-dire qu'à partir de 75, et ça c'était un objectif de Paris, c'était de mettre à bas, d'annihiler un peu ce nationalisme naissant. Le résultat a été tout à fait l'inverse, et surtout de se débarrasser en quelque sorte de la question corse. On n'a jamais cessé de parler de la question corse depuis les événements d'Aléria. En interne, du côté de l'ARC, l'objectif, un des objectifs vraiment internes, c'était de reprendre le leadership sur la contestation corse face aux clandestins
qui commençait à se développer. C'est exactement l'inverse aussi qui s'est passé, puisque pour prendre une formule un tout petit peu osée, le costume cravate a perdu la bataille contre la cagoule pendant une bonne trentaine d'années. La réaction de la population, immédiatement, c'était pas évident. Elle était quand même assez partagée. Et d'un coup, elle bascule. Comment vous l'expliquez ? Je n'ai pas d'explication. Prenez le micro, c'est mieux. Je n'ai pas d'explication. Moi, ce que je ressens depuis cette affaire, parce que la vraie question, c'est qu'est-ce qui va rester d'Aléria ? À mon avis, avec l'accélération des choses et ce qui est en train de se développer en Corse, en France et dans le monde, c'est-à-dire le retour du brutalisme, d'une façon générale, ce qui peut se passer m'inquiète. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, je ne peux pas développer ça, on n'a pas le temps, à mon avis, la situation que l'on connaît aujourd'hui en Corse est pire que celle qui a présidé aux éléments d'Aléria. Pire. Parce que quand on regarde les choses en fonction de l'intérêt du peuple corse, c'est la seule chose qui doit nous préoccuper, nous autres Corses, véritablement. De ce point de vue, c'est pire. Un tas de phénomènes, le changement de la société, l'évolution de la démographie, tout ça, ça m'inquiète terriblement. Pierre Poggioli, les conséquences à moyen terme d'Aléria, c'est la création du FLNC ? Oui, à la création du FLNC, et puis ensuite tout ce qui s'est passé surtout en 81 avec l'arrivée de François Mitterrand. Là aussi, il y a eu un autre point de bascule, et puis toute la lutte jusqu'à aujourd'hui, quoi. Je crois qu'Aléria, c'est un événement important, c'est un événement qui marque l'époque moderne de la contestation corse, mais c'est un événement comme la Corse en a vécu historiquement au cours des siècles. C'est pour ça que si on voit la situation aujourd'hui qui est catastrophique, et lorsqu'on regarde ce qu'on espérait en faisant Aléria et ce qu'est devenu la Corse, on ne peut être que déprimé, catastrophé. Mais moi je dis simplement, la Corse a connu une période dans laquelle nous avons bataillé, elle en connaîtra d'autres, mais ce que j'espère moi, c'est simplement une résilience, un renouveau. Et moi je dis toujours deux citations. Une c'est laisser fermer la porte aux erreurs et la vérité restera dehors. Ça, c'est la première citation. Et la deuxième, je disais, on peut très bien perdre en luttant. Mais si on ne lutte pas, on a déjà perdu. Donc moi, je crois que, comme historiquement, au fil des siècles, même si c'est délicat, difficile, etc., la Corse ressortira un jour la tête de l'eau. Jean-Charles Orsucci, Aléria, c'est l'engagement d'une génération dans le combat nationaliste public et clandestin ? D'ailleurs, je vais essayer d'être un peu plus positif et optimiste que mes deux précédents intervenants. Aléria, et je veux le dire quand même dans cette émission, c'est avant tout un drame parce que 2 personnes ont perdu la vie et que sûrement que cet événement d'ailleurs a cette importance parce qu'il y a eu ce drame-là et on peut le regretter. Je crois qu'Edmond Simeone, le premier en tant qu'humaniste qu'il était, l'a fortement regretté. Après, à l'inverse, je vous dirais que les militants nationalistes de l'époque, je pense qu'ils avaient fait le bon diagnostic de la société et de ce qui n'allait pas. Et je pense que l'histoire, à travers Aléria et ce qui va arriver derrière, aura montré, et d'ailleurs certains le disent, mais moi je partage ce sentiment-là, ils ont gagné la bataille des idées, notamment sur la question de la survie de ce peuple, de sa langue, de sa culture, de la dépossession, du développement économique. Est-ce qu'ils ont réussi, au-delà de la bataille des idées, est-ce que sur ces thématiques-là, tout est fait, tout va bien pour le mieux? Je partage le sentiment de Piero Poggioli, à savoir que pour l'instant, la bataille des idées a été gagnée, une grande partie de la population corse, quand je dis la population corse, c'est ceux qui sont sur cette terre depuis très longtemps, partagent cela, d'ailleurs qu'ils soient même de droite ou de gauche. Est-ce qu'aujourd'hui il faut se mettre autour de la table pour donner corps à ces idées qui ont gagné? Je pense que oui, le travail est encore devant nous parce que évidemment la langue elle n'est pas encore sauvée, notre culture non plus, et le peuple corse doit réagir et se fixer un chemin en commun. Ce n'est pas la fin de l'histoire, donc Pierre Dotlond, c'est à vous qu'il appartient de conclure. Comme ça. Qu'est-ce qui restera d'Aléria? Qu'est-ce qui restera d'Aléria? Alors, c'est un événement qui est un petit peu paradoxal parce que à la fois c'est le repère, le principal repère de l'histoire contemporaine de la Corse, et en même temps c'est un événement qui conserve quelques mystères, notamment dans son déroulé. Je pense à ce qui se passe dans les vignes, entre les forces de l'ordre, la cave et les vignes. On ne connaît pas encore toute la vérité sur cette histoire-là. Et puis, sinon, c'est un événement qui, me semble-t-il, n'est pas totalement assumé pour ce qu'il a été.
Et ce qui justement pose une petite difficulté sur la façon de l'intégrer dans la mémoire la mémoire de la Corse sur le long terme. Mais comme le disait Jean-Baptiste Rotilli-Forcioli, et je suis d'accord avec lui, si un jour la Corse devient autonome, là, Aléria prendra réellement sa place. Si elle ne devient pas autonome, ou au-delà, il est possible qu'Aléria disparaisse des mémoires. Eh bien, ce sera là la conclusion de cette émission. Merci, messieurs, à tous les quatre d'y avoir participé, éclairé par vos analyses, un événement qui, malgré le temps qui passe, restera inscrit peut-être dans les livres d'histoire, sinon dans la mémoire collective d'un peuple. Alors, avant d'en finir, je voudrais remercier tous ceux qui ont aidé à préparer cette émission, l'ensemble des équipes techniques de Viastel, bien sûr, et Yann Bénard pour la réalisation des entretiens, le travail de documentation ô combien précieux de Frédéric Barbolos et le montage très inspiré de Rosanna Cesepo. Ringraziamenti a voi da averci seguitati. Buonasera a tutti.